J'étais une enfant qui était violée, massacrée, tapée, qui ne mangeait pas. J'ai vu des gens en sang, tu peux pas t'imaginer. Ils se faisaient punir, c'est ça Ils se faisaient démonter. Sans parler après des viols, parce que ça j'ai eu droit le premier soir. Aujourd'hui, nous sommes avec Cathy que nous avons reçue l'année dernière. Suite à la première vidéo qu'on a fait ensemble avec Cathy, vous avez été très nombreux à vouloir la suite. Lors de notre première vidéo, tu nous avais raconté la première moitié de ta vie. Et si Cathy est avec nous aujourd'hui, c'est à l'occasion de son nouveau livre, Abandonné par les siens, qui raconte la deuxième partie de sa vie. Cathy, tu arrives donc à la DAS à 12 ans. À ce moment-là, dans quel état est ta vie alors? Déjà, j'arrive dans un état où je suis complètement, comme on a expliqué dans la première interview, j'étais une enfant qui était violée, massacrée, tapée, qui ne mangeait pas. Donc j'arrive très heureuse par l'émotion, on le dit, mais je suis en morceaux. Mais tellement heureuse. Je me souviens comme c'était hier quand j'arrive. En plus, c'était pendant la période des vacances. Toutes les filles étaient en vacances, soit dans des colonies, soit dans la famille. En général, c'est dans des colonies, des camps, tu vois, la mer, des trucs comme ça. Donc moi, il n'y avait personne. Mais de suite, tu vois, c'est propre. Tu as des lits avec des draps. Ça paraît bête, mais tu sais, quand tu n'as pas dormi dans un lit pendant des années, tu es heureuse. Une nouvelle vie, ouais, ça, une nouvelle vie. Oui, voilà. Tu peux respirer sans problème parce que je ne savais pas ce que c'était que respirer sans t'en prendre une. Et là, non, tu peux sourire, tu peux respirer, tu peux vivre, tout simplement. Et ça, tu le sens, mais de suite. J'ai encore cette émotion-là, j'avais... Tu arrives donc à la DAS et là, tu vas enfin à l'école, c'est ça? Oui, c'est une catastrophe. Scolairement parlant, c'est ça? Scolairement parlant, oui, parce que je suis complètement instable. Et j'ai surtout beaucoup de retard. À quel rythme tu avais été à l'école avant? Disons que jusqu'à ce que je sois enlevée, j'étais impeccable, j'avais un rythme normal. Mais après, à partir du moment où je suis avec ma mère et mon père... De quel âge à quel âge à peu près? 6 ans et demi, jusqu'à 12 ans. Donc là, tu es complètement déscolarisé. Complètement, et puis le peu que j'y vais, j'ai ordre de ne pas étudier, oui. de mettre le souk. Tu sais lire, écrire? Ah oui, mais je savais lire avant qu'ils m'enlèvent. Et écrire aussi, okay. Heureusement. En fait, c'est une catastrophe parce que je me cherche, j'arrive pas à me situer, j'ai beaucoup de retard, j'ai du mal parce que de suite on te met, alors il faut suivre, mais t'arrives pas à suivre. Je veux pas reprocher parce que c'est tellement pas facile. Quand tu vas à la DAS, tous les enfants qu'on est, on est des enfants qu'on a eu des problèmes. Avec une vie compliquée à la base. Une vie compliquée, donc forcément on a tous des problèmes scolaires. Donc tu peux pas non plus mettre un suivi sur chaque enfant. L'école se faisait à la DAS ou non, c'était non, une école classique? Des écoles classiques, j'ai fait des écoles privées, des écoles libres. Je me faisais virer là, beaucoup, je faisais des bêtises, mais pas des grosses bêtises. C'est ton comportement qui n'était pas en lien... J'étais révolte. Okay. Si je voulais me donner la peine, je faisais, mais j'arrivais pas à me stabiliser, quoi. C'est dommage. T'expliques ensuite que tu cherches à t'échapper de la DAS? C'est pas m'échapper, c'est fuguer. C'est-à-dire, t'es avec une copine de chambre, t'as envie d'aller faire un petit peu la fête, entre guillemets. Bon, tu passes par la fenêtre et puis tu reviens quelques heures après. T'avais quoi? T'avais toujours 12 ans après par là? Oui, non, là, je devais avoir 14 ans. 14 ans, ok. C'était une petite fugue, voilà, ok. Pas m'échapper faire la du fête, tout, quoi. j'étais bien, moi, là-bas. Non, c'est voilà, c'est des petites fugues. Sauf qu'un jour, ça se termine mal. C'est-à-dire? Un jour, je fugue avec une de mes meilleures copines, donc à Nîmes, et puis on est rescaté par un de ses oncles. Et en fait, il s'avère que c'était un proxénète qui était recherché pour meurtre, enfin, un truc pas possible. Ok. Je me retrouve enfermée dans une chambre. Je me souviens encore la rue et tout à Nîmes pendant 2 nuits, 2 jours. Ils m'ont pas violée parce que c'était pas le but, mais vraiment à te faire peur, tu vois, t'avais pas le choix. Mais j'ai réussi à me sortir de ça et les conséquences ont été dramatiques. Après, ils veulent voir s'ils peuvent te mettre en confiance, voir si tu vas revenir, une fois qu'ils t'ont bien fait peur. Donc, l'excuse d'aller acheter un paquet de cigarettes, mais évidemment que j'allais pas revenir. C'était pas des violeurs, c'était des proxénètes. Proxénètes. Tu avais rencontré de relations, c'est ça? C'était un oncle à elle. Et là, tu t'es échappé, Eh bien oui, parce que évidemment que j'ai pas fait retour, j'ai réussi évidemment à grâce à la cigarette, l'excuse de la cigarette, t'as pu partir. Oui. Mais c'était bien calculé aussi de leur part. Je pense bien que par le foyer, j'étais recherchée par la police et tout. Bien sûr. Parce que là, on ne parle pas d'une fugue de 2 heures. Je sors de là-bas, c'est bien expliqué aussi dans le livre. Et donc, très peu de temps en sortant, une voiture avec des copains qui passent. Et là, je monte dans la voiture et ils m'amènent au foyer. Direct. Tu as eu de la chance de trouver une voiture avec des potes. Oui. Wow. Et là, il m'amène au foyer direct. Je me rappelle la voiture, j'ai fait tire, vite, il m'emmène au foyer. Et de là, j'ai jamais pu revenir après. Et t'as expliqué au foyer du coup que tu avais été séquestrée pendant 2 jours? Oui, puis ça se voyait parce que j'ai été frappée. Ah, t'étais frappée quand même, ouais, oui. ok. Donc ça se voyait de toute façon. Hein. D'accord. J'avais le haut, c'était déchiré, j'étais frappée. Ils ont été jugés, ils ont été condamnés ces gens-là? Ce que je sais, c'est que le lendemain, le juge est venu au foyer. J'ai été amenée, alors je sais plus, c'était un jour ou 2 après, je sais plus, ou 3, je ne sais plus, parce qu'ils les ont attrapés. Je suis allée reconnaître. Évidemment, ils n'ont pas vu que c'était moi, mais ils ne sont pas imbéciles. C'est le juge avec sa femme qui sont venus me chercher au foyer de nuit et qui m'ont amenée dans un foyer à l'autre bout de la France. D'accord.
D'accord, waouh. Du coup, à ce moment-là, le juge te prend avec lui et t'amène dans un autre endroit pour te protéger. Dans quel endroit c'était? Dans le sud-ouest. Alors, il faut quand même savoir que j'ai eu fait des petites fugues de 2 heures, 3 heures, que faisait tout le monde, mais j'étais une personne qui ne buvait pas. La drogue, je savais pas ce que c'était. J'étais quelqu'un de sain. C'est important de le dire pour la suite. Tu me fais peur, oui, d'accord. Oui, non, mais j'insiste, tu vois. Et puis on m'en enlève d'un univers où j'étais habituée. Ouais, Un bien univers sûr. où j'avais confiance, où c'était toujours les mêmes éducateurs, éducatrices, avec qui j'avais tissé des liens très forts. Donc on t'enlève de tout ça. T'es pas accepté, on te le fait ressentir de suite parce que quelque part tu mets les autres en danger. Si Parce que t'es à problème, ok. Ben non, mais parce que tu sais que tu es cherché par des proxénètes, parce qu'ils veulent ta peau, là, attention. sûr, Je veux ouais. dire, même si lui, il est en prison, ce que j'ignore après s'il a été ou pas en prison, j'imagine, parce qu'il était recherché pour meurtre, il y avait tout un réseau, parce que c'est vrai qu'à l'époque, dans des foyers, à Nîmes, il y avait beaucoup de filles qui disparaissaient. C'était connu que les filles partent dans des réseaux de proxénétisme, voilà, c'est tout connu à fait. ça. ok. Alors évidemment, c'est plus facile de prendre des enfants des pupilles de l'État que de... Pupille de l'État, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Ben, rapidement? pupilles de l'État, c'est des personnes qui sont soit en foyer de la DAS ou dans des familles d'accueil. L'État s'en occupe, c'est ça? Exactement. Quoi, verse un salaire, enfin, des indemnités, je veux dire? Ils font le rôle de parents au niveau financier. Pour les au enfants qui niveau n'ont pas de parents d'éducation. ou pas de tuteur Tout à légal. fait, ou ok. des enfants qui sont enlevés tout simplement et bonnement comme moi, à ma mère. Et toi, tu étais du coup une pupille de l'État. Ah ben oui, on appelle ça, oui, oui. Dans ce nouveau foyer, l'ambiance n'est pas dingue. Ben tu non, me parce dis. qu'ils savent que je peux mettre tout le monde en danger. Et puis, en fait, j'ai même pas le temps d'ailleurs de faire ma place. Tu restes C'est combien de temps? 3 semaines parce que de suite, un jour, j'ai pas compris. Je te répète, je ne savais pas ce que c'était du tout la drogue. Et on m'accuse du jour au lendemain d'avoir entré de la drogue, mais on m'a même pas venu me demander si c'est vrai ou pas. On voulait te virer, quelqu'un Voilà, voulait te virer. on est venu, on m'a dit tu fais ta valise et puis en fait on m'a pris dans une voiture et là on part pour Toulouse. Alors là je dois avoir 14 ans. Ouais, bien sûr. Jamais touché à la drogue ni l'alcool. Le seul vice à la limite que j'avais, bon je fumais de la cigarette mais pas comme on peut fumer quand on est adulte quoi en plus. Du coup, tu vas à Toulouse là. Ben, on me prend dans la voiture, je sais même pas où on va déjà dès le départ parce qu'on me dit rien en plus. Ok. Moi je pensais qu'on m'amenait dans un autre foyer. Et là j'arrive, pour ceux qui connaissent pas, à l'association Le Patriarche pour soi-disant réinsérer, enlever les gens de la drogue. Ah Mais Je oui. parle de drogués quoi. Des gens qui étaient accros à je sais pas combien de grammes par jour à l'héroïne, à la cocaïne et tout ça. Et donc j'étais à cette époque la première pupille de l'État, c'est-à-dire que l'État versait je sais pas combien par mois à ce monsieur Lucien Engelmeyer, Cet homme, c'était le directeur du patriarche. c'est le ça patriarche qui avait créé cette fondation. Et le patriarche, c'est un établissement qui est censé aider les jeunes C'est et les une moins secte. jeunes. C'est une secte, d'accord. C'est une ok. secte. D'accord, Je ok. parle beaucoup dans le livre et j'ai beaucoup de personnes parce que le patriarche est jusqu'en Espagne, Italie, enfin dans toute l'Europe, voire plus loin que D'accord, l'Europe. ils ont franchisé les sectes, quoi. Et payé par l'État. Donc c'était dans les années 80 à peu près à Oui. ce moment-là, Oui. 1980. Oui. Là, on t'amène, on te dépose au patriarche. Quelle ambiance déjà au début quand tu arrives? Moi, déjà, je comprends rien. Je suis reçue par ce qu'on appelle des ovnis qui viennent, qui me prennent. Donc, on m'amène dans une salle, on me fait mettre à poil, on t'enlève tes papiers, on t'enlève tout. Tous mes vêtements avec lesquels je suis venue. Et puis, on m'en donnera d'autres d'occasion. Donc, déjà, t'as plus rien qui t'appartient. Puisque normalement, tu es censé, parce qu'ils font pas la différence entre une gamine qui s'est jamais droguée avec un toxico qui arrive, ils font pas la différence. C'est-à-dire que pendant 10 jours, je vais être en sevrage et avec 2 personnes en permanence avec moi. Ils devaient te sevrer de rien du tout parce que tu n'étais pas drogué en plus. Voilà. Sauf qu'ils ne font pas que te sevrer, parce que la nuit tu dors pas, il y a une grande salle avec comme cheminée un énorme Bouddha, tellement gros que les bras du Bouddha ils font presque le fauteuil, tu t'assois dessus. Parce que tous les soirs tu as la réunion d'OVNI là. Et le but c'est de sacrifier des personnes et de dire voilà, elle a regardé mal ou elle n'a pas assez travaillé. Dans chaque centre c'est comme ça. Hein. De se Elle balancer. Voilà. Et alors le pire c'est en plus il est s'œuvre sans rien, avec de la tisane à base de houblon. Tu te rends compte, quelqu'un qui est accro à l'héroïne, tout comme ça, fait, tu peux pas le sevrer comme ça quoi. Et il y a des personnes qui font des crises d'épilepsie, en plus ils deviennent hyper dangereux, j'ai vu des choses. Comme quoi par exemple en termes de violence? En termes de violence, puis il y a des personnes qui ont disparu. D'accord, dans le sens ils se tuent entre eux Oui, ou alors ils ont des accidents malencontreux. Et puis si tu regardes les témoignages, et je sais que là, en l'occurrence ce témoignage-là, la fille ne l'invente pas parce que j'ai vu des choses même pires que ça. Quand tu disais des choses pires, c'était les patients qui... Non, c'est les ovnis. Par exemple, à cette Les fameuse ovnis, les réunion, chefs. tu as les chefs et puis tu as les ovnis. Les ovnis, c'est-à-dire à cette réunion, ils désignent 2 personnes. C'est-à-dire que le matin, elle va tourner la nuit et toute la journée. C'est-à-dire pour vérifier si la personne, elle travaille bien. Si tu dors la nuit, D'accord. si la lumière est éteinte, si par malheur tu parles mal de Lucien Engelmeyer, ou tu parles mal de l'association du patriarche, Ok. ou tu essaies de te révolter en parole, quoi que ce soit, le soir tu es puni. C'est un peu comme au Moyen-Âge. Quand le roi, il y a des choses qui n'allaient pas, ben, tu prenais et devant tout le monde, il y avait les punitions. J'ai vu des gens en sang, tu peux pas Ils t'imaginer. se faisaient punir, c'est ça Ils se faisaient démonter, mais démonter à coups de pied, à coups de poing, et puis tu as les autres à côté. Mais ça, c'est tous les jours. Donc les gens, ils vivent dans la peur. Sans parler après des viols, parce que ça, j'ai eu droit le premier soir. Je
Je veux aussi remercier tout le monde qui a regardé la vidéo et tous vos témoignages. Je vous dis merci du fond du cœur. Vous m'avez beaucoup aidé et j'espère qu'en retour, je peux vous aider à ma manière. C'est un témoignage. Mais justement, je vais spécifier quelque chose. Quand je dis que mon enfance, j'ai été violée, je suis restée vierge. Il y a d'autres moyens de faire subir des sévices sexuels par la fellation. Il y a beaucoup d'enfants qui regardent, qui me posaient la question qu'est-ce qu'une fellation? C'est important pour moi de le dire parce qu'il faut qu'ils sachent les enfants et je vois que maintenant il y a beaucoup d'enfants qui regardent. Bien sûr, ouais, de dire les termes. Voilà. De dire les termes. Il y a d'autres moyens de violer un enfant sans le dépuceler. Moi, quand je suis arrivée au patriarche, j'étais toute jeune, j'avais à peine 14 ans. Je suis rentrée, j'étais vierge. Et le premier soir, je ne l'étais plus. C'est-à-dire que moi, mon premier fiancé, j'étais plus vierge à cause d'un autre viol. C'était un autre patient, c'était un chef? C'était les deux qui devaient me protéger toute la nuit et s'occuper de moi. Okay. 2. 14 ans, voilà. Et ça a été au patriarche jusqu'à ce que je m'en aille. T'es resté combien de temps là-bas au patriarche? Mais jusqu'à ma majorité. D'accord, donc pendant 4 ans, tu étais là-bas. Il faut savoir combien cette association, elle touche par mois. Ils sont richissimes. C'est dégueulasse. Nous, là-bas, on ne mange pas. Moi, pendant 4 ans, je ne sais même pas ce qui se passe à la télévision. T'allais pas à l'école, j'imagine? Oh ben non. Qu'est-ce que tu faisais de tes journées, du coup? Je travaille. Quoi comme taf? De tout. Tu fais du jardin, tu t'occupes des chevaux, tu fais de la maçonnerie, tu gaves les oies. Quand j'étais du côté de Toulouse, tu gaves les gavages d'oies, tu prépares les foie gras pour après les vendre. Quand je m'occupais donc de la maison de Lucien, Angel Meyer, le patriarche. C'était le grand chef, le directeur. Le monsieur à la grosse barbe. Alors moi, quand les filles, j'ai regardé un peu les témoignages justement, qu'elles disent que oui, c'est un violeur. Oui, messieurs, dames, c'est un violeur. Bon, attendons-nous bien. Je répète, Lucien, moi en tout cas de mon époque, fellation, parce que monsieur était impuissant. Et je pourrais donner des détails sur son sexe s'il y en a qui pensent que je mens. Parce que il est le en petit prison? grain de beauté, non, il est mort. Sinon, il serait en prison. Il a fait de la prison un petit peu? Il a été condamné. Qui est ça sur le sol français, ça paraît dingue en plus. Je savais que j'étais pas la seule à avoir vécu des choses horribles. Je souhaite même pas à mon pire ennemi de vivre ça. Et là, depuis que j'ai fait l'interview avec toi, quand je vois le nombre de témoignages, et je répète, mais merci, hein, j'ai eu des témoignages de personnes qui sont en train de le vivre. Des viols, des incestes. Je pensais pas qu'il y avait tant de malades sur Terre. J'ai pas les chiffres, mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par les incestes. Je sais plus, c'est 1 sur 10. Et ça a augmenté beaucoup depuis la pandémie. Les victimes se rendent certainement pas compte, et de par tes propos, ils se disent effectivement, tu peux être victime d'inceste et de viol sans pour autant qu'il y ait pénétration classique. Tout à fait. Il y a plein d'autres façons. Tout à fait. Un viol, c'est pas parce que tu as pénétration normale et que s'il n'y a pas ça que c'est pas un viol. C'est bien d'informer les victimes et celles qui vont sûr. voir la vidéo que. Il faut savoir qu'un enfant, je veux dire, à partir du moment où on t'oblige, où on te touche ton sexe, où on t'oblige à toucher le sexe d'une autre personne, c'est interdit. Puis surtout, c'est pas normal quand ton tonton ou papa ou ton cousin te touche le sexe ou t'oblige à toucher le sien. C'est déjà pas normal quand on t'oblige, mais surtout quand c'est papa ou maman. Et la situation n'est pas facile parce que ces victimes-là, elles n'osent pas non plus aller voir leur maman pour leur dire, elles ont peur de déchirer la famille en fait. Tout à fait, elles ont peur de déchirer la famille. Et puis souvent le papa met en confiance. C'est des câlins, c'est des voilà, moments donc intimes, il y a beaucoup d'enfants que... Manipulation, ouais. Manipulation, et puis un jour elles s'aperçoivent que, attends, mais ça c'est pas normal. Il y a des numéros de téléphone, je crois, qui existent pour oui, aider il y a les beaucoup, victimes. On les mettra. Il y a aussi une super association qu'a créée Carl Zero. Alors lui, il met en aide et à la portée pour des aides juridiques avec des avocats pour aider tous les enfants. On mettra, s'il y a des enfants qui sont victimes, même des jeunes et des moins jeunes, on mettra tous les numéros de téléphone, les infos, et voilà, comme ça. C'est très important parce que ces personnes sachent qu'ils sont victimes. Bien sûr, ouais. En tout cas, voilà, un gros soutien à toutes ces personnes qui sont victimes d'inceste, de viol, et on mettra tous les numéros si ça peut vous aider, même si ça peut aider qu'une personne. Oui, mais je suis sûre que ça aidera au moins. Mais puis surtout pas juger les personnes qui témoignent. Je parle pas des personnes comme moi, je parle d'une personne qui va dire, je sais pas, qui va parler à sa maîtresse ou à son docteur, ou parce qu'un jour elle n'a jamais osé le dire, et un jour, je sais pas, 30 ans après, elle va oser le dire à son mari. Ou... Ouais, c'est ça. Ne pas juger. Voilà, on a fait une grosse parenthèse, mais elle était utile. Oui, elle était utile. Ouais. Au patriarche, tu nous expliquais qu'il te forçait à travailler. Et il y avait un système de gourou aussi, de chef. Oui, ça monte, c'est pyramidal au patriarche. Tu as Lucien Meyer, et puis ensuite, tu as ses lieutenants, suivant les grades. Alors, tu en as qui sont mieux pour tout ce qui est la gestion. Ça existe toujours, ces sectes-là? Alors, l'association Le Patriarche n'existe plus. Il y a une autre secte qui a pris le relais, qui porte un autre nom. Je ne vais pas dire ce que je ne sais pas. Mais ça peut exister encore un petit peu. Mais moi, je suis je vais te dire une chose, comme c'est les mêmes qui ont pris la suite, je ne vais pas te faire un dessin. Quoi. Okay. Avec ça continue, quoi. Ça continue. Non, mais avec ça, j'ai tout dit. Vous me mettez en procès, allez-y. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Et ceux qui sont emprisonnés là-bas,
qui peuvent pas partir, ils peuvent pas parler. Et il y a des familles qui peuvent pas aller chercher leurs enfants qui sont en train d'endurer le maximum. Et ces gens-là peuvent pas parler, parce que s'ils parlent, c'est leur enfant qui va morfler derrière. Donc il faut le dire. C'est dingue qu'il existe encore des systèmes de sectes en France. Oui, mais il y en a, puis il y en a. Mais il faut voir comment ça se passe, quoi. Les femmes sont violées, tabassées. Il n'y a pas que moi qui en parle. Enceinte, se prendre des coups dans le ventre jusqu'à perdre le bébé. Et le bébé est poubelle. Parce que là-bas, tu vois pas de médecin, tu vois pas de dentiste. Tu peux avoir mal où tu veux, tu vois pas de gynécologue, tu vois rien. Pour te violer, il n'y a pas de problème. J'étais petite, j'étais mineure. J'avais même pas encore mes règles. Tu peux pas t'échapper. J'essaye une fois de m'échapper. Et là, il faut avoir du courage. Hein. Surtout qu'à la Réunion, ceux qui s'échappent, ils sont amenés comme trophées. Et alors là, c'est même pas la peine. J'ai eu droit à ça au massacre. Parce que je m'échappe une première fois. Évidemment, retrouvé, j'ai pas eu le temps de faire du stop quoi que ce soit. Un massacre, mais avec ordre de Lucien Jemeyer, comme j'étais mineure, de pas trop m'abîmer. Donc on peut te tabasser, mais pas trop, quoi. En gros, c'est ça. Voilà, il faut pas non plus m'envoyer à l'hôpital. Et eux, leur intérêt, d'ailleurs, ils ont bien réussi, c'est que comme j'étais la première expérience, après, ils ont gagné, le plus d'argent qu'ils ont gagné, c'est avec tout le reste des pupilles d'État qui sont passés. Comme il n'y avait plus de place dans les foyers de la DAS, eh bien, les enfants les envoyaient au patriarche, sans avoir touché jamais à la drogue. Et donc après, je réessaye de m'enfuir. Ouais. Donc à Toulouse, c'était. Mais alors, pas de chance, je fais du stop, je monte, couteau sous la gorge, fellation. Oh là là. Et le mec, il me jette par terre. C'était en lien avec le patriarche ou non? C'était Non, au hasard? C'était au hasard, je fais du stop, c'est pour vite partir. Oh le mec, là il là. me prend et t'as un couteau sous la gorge, tu réfléchis pas. Hein. Oh là là, putain. Tu réfléchis pas, et ils me jettent par terre. J'arrive à aller jusqu'à la ville. Ils ont un système, mais ils sont bien rodés. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont des ovnis à l'intérieur et des ovnis à l'extérieur. Donc c'est très difficile de t'échapper parce que même si on te voit dans la ville, jusqu'à la police, enfin, à l'époque, te récupérer et te ramener au patriarche. Parce que même pour la police, j'imagine qu'ils pensaient que c'était bien. En fait, la police pensait que Et c'était oui, bien. puis comme c'est censé être des ex-drogués, mais vraiment de haut niveau, donc potentiellement dangereux, donc ça a arrangé tout le monde. On enlève ça de la société et les remet à l'intérieur. Malgré toutes ces mésaventures, tu arrives à t'échapper? Non, jamais. J'ai vite compris qu'on ne s'échappe pas du patriarche. Après, tu changes de tactique. Parce que tu te dis, j'en ai marre d'être violée, d'être tabassée, de travailler, d'être vraiment l'esclave. Donc, je vais agir autrement. Je vais aller faire style dans leur sens. De suite, je vais m'occuper. Il y a par exemple un couple de chefs. Sa femme est enceinte. Donc, il y a un bébé. Donc, de suite, je vais pouvoir m'occuper de ce bébé. Donc, je n'aurai plus de réunion d'OVNI. J'aurai plus de tâches comme tout le monde. Je serai, entre guillemets, vraiment privilégiée. Tu rentres dans le moule, quoi. Voilà. Ouais. Je rentre dans le moule. J'arrive même à aller à la maison de Lucien Jemeyer, pouvoir même manger des sorbets. Enfin, tu vois, j'arrive à... Ok, voilà. Jusqu'à arriver à un stade où, évidemment, parce qu'entre-temps, j'ai changé de centre. On explique bien dans le livre quand même mieux le cheminement, mais là, si on doit s'attarder surtout, demain, on est encore assis. Il y a plus de détails dans le livre, forcément. Et oui. Okay. Voilà. Et donc, il y a ce qu'on appelle à Toulouse l'appart. Donc là, c'est quand ils voient que tu es bien conditionné, qu'il n'y a aucun problème, c'est-à-dire que tu ne vas pas leur échapper. Donc, je suis toujours mineure, bien sûr. Et donc, j'intègre l'appart. L'appart, c'est à Toulouse. Donc, de suite, tu dors dans un lit, quoi, tu vois. Puis, tu es dans le centre de Toulouse. Puis là, je commence à me dire, attends, il va falloir aussi, après, que je puisse commencer à penser ce que je vais faire de ma vie. Parce qu'arrivé un moment, il va falloir quand même, je ne vais pas rester ma vie au patriarche, parce que mon but, il n'est pas là. Donc, je commence. Tu pensais à l'après? Ah oui, bien sûr. Mon but, il était là. D'ailleurs, j'ai continué aussi à Paris. C'est des réunions avec le Rotary Club, le Lions Club. Je cite les noms, je suis désolée. Je veux dire, c'est comme ça. À Dunkerque, on va, où on avait un repas très avec la mairesse à l'époque. C'était chez elle, avec les couteaux en argent et tout. Mais tout ça, c'est pour récolter des fonds pour le patriarche. Alors évidemment, j'étais l'exemple à donner, première pupille de l'État. Tu servais d'exemple pour les crédibiliser. Voilà, tout à fait. Donc tu joues le jeu. Tu avais que ça à faire, de toute façon. Mais de toute façon, j'avais pas le choix. Alors oui, je me droguais. Alors, je sais même pas ce que c'est que. Et puis de là, donc je continue à faire ça. Et puis à Toulouse, je dis bon ben voilà, moi, je demande à voir Lucien et je dis voilà, je veux rentrer dans le milieu de la coiffure, que je commençais un petit peu à l'école avec ça. Donc il me dit bon, il y a pas de problème quoi. On va te chercher un salon à Toulouse. Va trouver toi à Toulouse un salon de coiffure qui veulent bien me prendre en stage en étant au patriarche. En soi-disant une ex-doro. Gratuitement, je demandais gratuitement. Personne. C'est pas grave. On me fait monter donc à Paris. Et de là, évidemment, à Paris, avec des relations de Lucien Jemeyer, je vais pas citer le nom parce qu'il est beaucoup trop connu. Je peux vous dire juste que c'est un pilier du bouquin Dépêche Mode. Dépêche Mode, c'est un groupe de musique, non? Non, il y a le groupe de musique, mais Dépêche Mode, c'est aussi le livre de mode. Melka Trianton, rédactrice en chef de Dépêche Mode. D'accord, ok. Voilà, de là-bas, donc je rencontre des gens mais extrêmement
connu. Ces gens-là ne savent pas, ils pensent qu'ils luttent contre une bonne cause. Ils sont au courant de rien. Mais alors, moi, elle s'est occupée de moi. Elle m'a présenté donc à Jacques Dessanges. On a fait, parce que j'aurais pu travailler sur les plateaux, tu sais, commencer le métier avec des mannequins. Ouais. Elle pensait vraiment que j'étais une ancienne droguée, donc elle me disait, c'est un milieu, parce qu'on avait eu beaucoup de mannequins espagnols, et même, surtout espagnols, à Toulouse, qui étaient complètement drogués, quoi, tu vois. Je parle de l'époque, je dis pas qu'aujourd'hui ça ne se fait pas ou ça se fait, je ne sais pas. En tout cas, de l'époque, je peux te dire qu'il y en avait beaucoup. Et donc elle me disait, ça va être trop difficile pour toi, tu risques de retomber dans la drogue, parce que c'est un milieu, beaucoup de drogue et tout. Donc elle me présente au Jacques Dessanges, d'une gentillesse, cet homme, tu peux pas t'imaginer. Et là, il me dit qu'il me prend de suite, mais que je vais devoir me contenter de faire des shampoings. Je sais que j'ai cette porte-là, mais c'est pas celle-là que je veux. Parce que je veux rien du patriarche. Parce qu'en plus, il aurait fallu après que je leur sois redevable. Alors que moi, je leur dois rien, ces gens-là. Okay. Ils ont touché beaucoup, beaucoup d'argent jusqu'à ma majorité, et après ma majorité un petit peu quand même. Donc, à Paris, je suis à l'appart, on appelle toujours ça l'appart. En même temps, je travaille pour eux. Téléphone, tu recrutes, Et je fais le tour, je passe des annonces et je fais le tour des salons de coiffure. J'en fais pas beaucoup. Je tombe dans le 13e chez Lady Papillote. Elle me prend de suite. Pas expliqué d'où tu venais là-dessus, là tu as dit je cherche un métier. Non, mais après je lui ai dit, hein. Son mari, en plus, on en parle dans le livre parce qu'il y a toute une histoire avec une personne merveilleuse. Tu vois que j'ai de la chance, je rencontre toujours des gens merveilleux dans ma vie. Ta vie c'est des hauts et des bas en fait. C'est une montagne russe. C'est ça, ouais. Mais alors le problème chez moi, c'est que les gens normaux, je suis normale, mais je veux dire dans une vie normale, on a tous, parce que la vie elle est comme ça. Ouais. Mais non, moi c'est vroom, vroom. Ouais, c'est des extrêmes. Et après, tu sais, pour remonter, après la descente, tu vois. Cathy, quand tu es à Paris, tu fais de mauvaises rencontres aussi. Quel type de mauvaises rencontres? Alors, en fait, à Paris, à part mon travail, c'est-à-dire Kinou, son mari, l'apprenti qu'il y a déjà, j'ai de bonnes fréquentations. Ouais. Je suis dans le droit chemin, il n'y a pas de problème, je suis prise. Mais il se trouve qu'au niveau du patriarche, il y a une fille du patriarche qui s'installe donc dans la vie normale avec son copain, son conjoint, qui sont deux anciens toxicos, mais de vrais. Qu'ils étaient rentrés au patriarche, mais vraiment des gros toxicos. Elle, en plus, nymphomane, enfin, tu vois, des gens qui vraiment... Et donc, ils ont un bébé et ils font plus ou moins encore partie du patriarche, donc elle m'enraye un peu avec. Donc, je continue quand même mon travail, je dirais. Mais après, ça va très, très vite. Dans le bouquin, il y aura plus de détails. Oui, il y a beaucoup plus de détails. Mais la chute se fait très, très vite parce que alors, je m'occupe de son bébé, par exemple, le week-end. Et puis, je pars à la dérive. Et là, ben, effectivement, pour la première fois de ma vie, je vais goûter à la drogue. Donc là, elle t'incite à prendre de la drogue. Elle ne me met pas le couteau sous la gorge non plus. Okay, c'est toi qui veux tester. Voilà, donc elle me propose, t'es honnête au moins, t'es honnête. Oui, je ne vais pas mentir. Et donc, je teste de l'héroïne. Piqûre, direct. C'est pas de demi-mesure, ah oui. Ah oui, mais de suite. C'est quoi, c'est comme dans les veines, ça, dans les films Oui, c'est là. Alors, pour te citer un exemple, je te parle de ça, j'avais pas 18 ans, je vais avoir 60 ans. J'ai encore la marque de quand je me piquais à l'époque. J'étais quand même 1 gramme par jour. 1 gramme par jour, je me rends pas compte. C'est énorme, ça fait plusieurs piqûres à la journée, c'est énorme. Ah oui, t'es tombé dans le waouh. Très peu de temps. Alors, ça veut dire qu'en ce peu de temps-là, je laisse Kinou, mais toujours avec des relations, parce qu'il faut savoir que même, je sais pas combien d'années après, j'ai toujours des relations avec Kinou. Kinou, c'est ma patronne de l'époque, la patronne du salon. Okay. Et donc forcément, moi j'avais tout mon matériel et tout, donc pour la drogue, je vends tout ce que j'ai. Parce qu'au début, tu sais, c'est la copine, tu vois, on te donne. Piège. Et tu tombes accro très rapidement. Ah oui, c'est rapide. Mais je vais comprendre très vite que ce n'est pas fait pour moi, suite à une bonne rencontre qui m'a sauvé la vie, parce qu'arrive un moment, ben forcément, ben, il faut payer la drogue. Et donc là, elle me suggère pas, Maintenant, ce soir, tu descends, on était à l'Étoile, elle était à l'Étoile, ben, tu vas vendre ton corps pour de l'argent. Tu dis quoi là? Eh ben j'y vais, j'étais accro, mais pas mini-jupe, rien, hein. J'y vais, mais pas dans l'esprit de le faire, je sais pas comment t'expliquer, tu vois. J'ai eu une chance, si cet homme est encore vivant et qu'il regarde la vidéo, eh ben c'est moi que vous avez sauvé la vie ce jour-là. Monsieur, avec tout mon respect, j'en ai des frissons, cet homme me prend, j'ai pas le temps d'attendre longtemps, il me prend dans sa voiture et m'amène chez lui. Il m'ordonne gentiment, mais vraiment avec une voix douce, gentille, et pourtant il était imposant, en fait, tu vois, c'est de prendre une douche. Je prends une douche, il me fait aller au lit. À ce moment-là, tu pensais qu'il allait profiter de toi? Ouais, il me regarde, il me dit, de toute façon, toi, t'es pas faite pour faire la prostitution. Tu n'as rien à faire ici. Donc, douche, je me repose un peu, même pas mal. Le lendemain matin, j'avais de croissants, chocolat. T'as eu une chance Et je rentre chez moi en lui promettant de rentrer et de faire marche arrière. Mais j'ai tenu ma parole. Waouh. Je suis allée voir Kinou, Patrick qui était policier. Patrick qui était policier, C'est le mari de Kinou. Donc, t'as expliqué ça à Kinou, à ta patronne? Elle le savait que j'étais droguée, elle le savait.
savais. Ok. Donc je suis allée leur demander de l'aide. Il ne Ok. faut pas avoir honte, ne jamais avoir honte à demander de l'aide. Bien sûr. Ah oui. Jamais. Oui, j'étais pas fière de moi, mais je suis allée avouer, de toute façon elle le savait. Et le mari de ta patronne était policier. Oui. Et là, tu as tout expliqué. Oui, rapidement, oui, de toute façon, il savait, hein, parce que comme justement il était policier, mes fichiers, vous voyez bien, il y a des détails dans le livre, donc je veux pas, sinon, on est là encore demain, hein, les conneries, ça commençait à partir, j'aurais pu... Il n'y a pas de bonne relation dans ce milieu-là, mais je voulais pas... C'était pas mon chemin. À ce moment-là, quand tu demandes de l'aide à ce policier, qu'est-ce qu'il te propose? Eh bien, il me prend, donc il connaissait évidemment des policiers à Paris, hein, donc voilà. Donc je rentre dans ce qu'on appelle les foyers pour jeunes étudiants, tenus par des bonnes sœurs. Et bien, je rentre faire mon sevrage là-bas. Alors, il faut savoir que c'était toutes des étudiantes qui venaient de province, de familles aisées. Enfin, Ok. tu vois, d'ailleurs, il y en a une, je m'étais fait copine, son père était commissaire, enfin, tu vois. D'accord. Donc là, tu rentres dans un vrai centre de désintox. Oui, mais vraiment, oui, un vrai. Un vrai. En fait, je fais mon sevrage. Malade. Ça consiste en quoi un sevrage d'héroïne? Mais que tu t'enlèves l'héroïne de Du jour au lendemain, il te coupe ou c'est... Oui, 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 non, mais moi, hein, tu m'en aurais donné, j'aurais pas pris. Hein. Après, t'es sevré physiquement. Donc, j'ai pas eu de mal après à me sevrer la tête, quoi. Ça n'a pas été difficile, ça, par contre. Me sevrer la tête, ça n'a pas été difficile. Quand t'es décidé, quoi. Je savais, donc ça n'a pas été difficile. Donc là, t'es complètement sevré. Oui, une fois que je suis suiveuse physique, puisque le reste, je ne suis pas une grosse toxico. Alors, on va me dire, mais attends, 1 gramme par jour, oui, t'es une grosse. Mais ça n'a pas duré beaucoup de Ok, temps. bien sûr. Puis dans ma tête, c'est comme quelqu'un, par exemple, il va fumer pendant 2 ou 3 ans, allez, d'accord, il décide d'arrêter le tabac, c'est bon. D'accord, Tu oui, vois. c'est pas étalé sur 50 ans de vie. Non, ok. non, 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 pas du tout. Donc là, dans ma tête, je l'éclaire. Sauf que Patrick m'a aidé, donc je suis quand même redevable. Parce que forcément, comme je te dis, c'était pas de bonnes relations. T'es dans un milieu de la drogue, il y a des gros dealers, il y a des D'accord. gros trucs. Donc un jour, ça termine mal. C'est-à-dire... Ben, c'est-à-dire qu'un jour, Patrick veut faire un coup en tant que policier. Donc en fait, je me fais, pour résumer, hein, je fais comme je faisais avant, aller chercher la drogue, mais en beaucoup plus grosse quantité. Sauf que je suis sevrée, je te parle de ça plus d'1 mois après. Tu fais l'appât. Mon corps est propre. À part la cigarette, je veux dire, il n'y a aucune drogue dans mon corps. Ouais, tu fais l'appât pour l'aider. Voilà, c'est-à-dire donc je vais voir cette personne pour lui commander une très grosse quantité d'héroïne. Mais bon, il a vu de suite que je ne me droguais plus alors qu'il savait que je consommais à l'époque. Ok. Tu vois, donc il le savait parce qu'on était quand même une bande, je n'étais pas toute seule avec elle. Et donc il l'a vu de suite, il faut savoir qu'elle était quasiment pas coupée. Le mec pour me punir, à part de me tabasser. Ah, j'ai pas compris. Mais le gros dealer, Oui. quand il a compris, Il t'a tabassé? on m'a retrouvé après à l'hôpital dans le coma. Hein. Ah ouais. Ah oui, je peux dire que j'ai vu le tunnel, tiens. Donc il m'injecte la dose que je prenais à l'époque. Et il me jette à la rue. Donc il te tabasse, t'injecte de l'héroïne et il te jette à la rue. Attention, ils te font pas de cadeaux, ces gens-là. Attention, faut pas rigoler. Ah, pour te relancer dans le Non, dans et la puis drogue. pour que tu apprennes la leçon. Moi, tu me balances pas, moi, il n'y a pas ça. Waouh, Tu ok. vois, je me réveille, je me souviens juste que je suis sur une moto, je me souviens plus de rien. Et en fait, c'est le père de mon fils qui me sauve la vie ce jour-là, qui rentre de discothèque, tu sais, 5h du matin, un truc comme ça, et qui voit ce truc-là par terre, et qui amène ce truc à l'hôpital. Et ce D'accord. truc lui fera un fils. Waouh. Donc tu vois, il t'a sauvé la vie en passant comme ça, il t'a aidé, oui. il t'a amené à l'hôpital. Mais tout le monde ne l'aurait pas fait. S'il Mhm. l'avait pas fait, je serais morte aujourd'hui. Du coup, t'es allé à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben après, je sors de l'hôpital. Patrick, évidemment, il était là, évidemment, en tant que chette. Bien sûr. C'est pas sa faute non plus, ouais, je veux dire, c'est ma naïveté. Parce que quelqu'un de sensé va pas. Rentrer dans la gueule du loup comme ça. Tu veux rendre service parce que tu as rendu service, si on te donne ça, moi, il faut toujours que j'essaie de donner ça, quoi, tu vois. Ouais. Et ben, tu te plantes, hein, il faut réfléchir un peu. Donc là, tu gardes contact après l'hôpital avec lui? Mais je le cherche parce que Qui est ton sauveur? voilà, parce que grâce à, après au témoignage, j'arrive à savoir la moto qu'il avait, à quoi il ressemblait, et donc je sais plus ou moins qui c'est. Mais le jour où je l'ai retrouvé, j'ai jamais pu quitter jusqu'à qu'on se sépare définitivement. Tu te mets en couple avec cette personne? Ah oui, de suite. Le jour où je le rencontre, je lâche tout. Cathy, c'est tout ou rien. Oui. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est tellement énorme. Je l'aimais déjà, quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais. C'était la première fois de ma vie que j'étais amoureuse. Tu tombes amoureuse, tu deviens maman, la vie est parfaite, fin de l'histoire. Non, pas fin de l'histoire. Qu'est-ce qui Non, s'est pas passé? fin de l'histoire. Cathy, qu'est-ce qui s'est D'abord, il passé? faut savoir, parce que c'est intéressant quand même de savoir la vie que j'ai eue avec le père de mon fils. Qui a duré combien de temps à peu près la relation? 1 année. Ah oui, c'était un puissant. Même pas, oui, ça a été puissant. C'est pas une vie banale, parce que monsieur travaillait pas comme tout le monde. Je vais pas dire le métier qu'il faisait, tu vois, mais... Ok, c'était pas très légal. Non, c'était pas légal du tout, quoi, tu vois. là. C'était pas légal du tout, quoi, tu vois. Donc, Ok. et justement, c'est séparé à cause de son métier. Donc tu rentres chez toi dans le sud, alors où chez toi? Parce que t'as pas de chez toi. Mais j'ai pas de chez moi. Je prends contact avec mon demi-frère. Je suis enceinte. Donc tu le quittes alors que t'es enceinte. Je lui promets que je vais me faire avorter, Ok. ce que je ne fais pas. Ah. Je veux ce bébé, c'est un morceau de lui et je regrette rien. Hein. J'aurais pas pu vivre sans ce bébé, c'est pas possible. Ah, c'est une motivation aujourd'hui. Oh non, et puis en plus, il va avoir 40 ans mon fils, hein. Mais il est tellement merveilleux. Oh, tu te rends compte, si je m'étais fait
j'arrête d'avorter, il serait pas là et j'aurais pas mon petit-fils. Donc tu contactes ton demi-frère. Oui, je contacte mon demi-frère, donc je lui explique que je suis enceinte et que je voudrais redescendre chez moi, dans le sud de la France, chez Paris. Après, tu vois, j'avais plus rien à y faire. Et donc, il me propose de venir chez lui. Donc là, tu pars vivre chez ton demi-frère à Nîmes et ça se passe pas comme prévu. Je vais te résumer un petit peu le tableau, tu imagineras le reste. Donc, il habite à la ZUP, jusque-là, il n'y a pas de problème, je vais te dire sincèrement. C'est quoi une ZUP? Une ZUP, c'est une cité. C'est une cité, ok. J'ai habité à la ZUP Nord à Nîmes, donc on part de la même ZUP. J'ai passé des années fabuleuses, mais fabuleuses, avec des copines, des copains, où tu n'as pas besoin d'enlever les clés de ta voiture, il n'y arrive rien, même pas là, fermer la porte de la serrure, une entraide. Donc c'est pas parce que je dis le mot ZUP que c'est négatif. Quand je résume, c'est pour expliquer que dans cette fameuse ZUP vit ma mère. Dans la première vidéo qu'on a fait ensemble et dans ton premier livre, tu en parles. Voilà, tout à fait. Donc il faut savoir que ma mère, ça a été mon tortionnaire, torturée, violée, tabassée, enfin... la totale. Mon demi-frère, c'est son fils chéri, il n'a toujours pas son appartement en plus. Il vit chez sa belle-mère, donc sa future femme qui est très copine avec ma mère. Un milieu d'alcool, je vais plus loin que ça, de personnes alcooliques, de personnes que dès qu'ils boivent, ils sont complètement déjanté. Donc j'atterris dans la famille de la femme à mon demi-frère. Donc de suite, c'est me faire passer des examens, commencer à faire tes papiers, comme de ta grossesse et tout. Après une erreur du laboratoire, il s'avère que officiellement je ne suis pas enceinte. Le laboratoire dit que tu n'es pas enceinte. Oui, il se trompe. D'accord. Les résultats, au lieu de me donner les bons résultats, me donnent des mauvais, quoi. Volontairement? Non, ça arrive, c'est un accident. D'accord, ok. Voilà, ok. tout simplement. Je ne cherche pas à faire un deuxième test. Il faut savoir qu'à l'époque, suite à toute cette série de viols, patriarches et tout le reste, je suis complètement déréglée, donc oui. j'ai la thyroïde et j'ai un problème de surpoids. Donc on ne sait pas si tu es enceinte ou pas. Voilà, Okay. donc je ne m'aperçois pas, quoi. C'est vrai qu'à Paris, mais les tests étaient oui, mais bon, après, moi dans ma tête, je suis innocente, je me dis peut-être que je l'ai perdu. Voilà, je me fais une raison, quoi. Sauf que je me retrouve à la rue, parce que t'es pas enceinte, tu rapportes pas d'argent, dehors. Comment tu vas faire pour t'en sortir du coup là? Je me débrouille. Donc au début, j'ai la possibilité de dormir dans la voiture, et puis la journée, quand il peut, mon demi-frère, ça dure pas trop longtemps non plus, mais quand il peut, donc il va à Nîmes, il me donne à manger. Il y a certaines rencontres où, notamment avec une personne à cette époque un peu plus âgée que moi, moyennant ton corps, tu peux avoir un toit. Enfin, Ok, tu te débrouilles quoi, tu te débrouilles. pas prostitution, attention. Ouais, c'est des accords, on va dire. Je dormais à la rue, j'étais tellement brûlée par le soleil. J'avais des cicatrices, des crevasses faites par le soleil et du pu. Jusqu'après où je reviens à la ZUP, dès que mon demi-frère a son appartement, donc très peu de temps après quand même. Et donc là, il me prend dans son appartement. Quand j'arrive chez mon demi-frère, je ne suis pas enceinte dans ma tête. Et je fréquentais un gradé qui était à l'armée. Mais c'était sérieux. Je devais partir à un pays d'Afrique où il était muté avec lui. L'histoire était sérieuse. J'en parle dans le livre parce que c'est une très belle histoire. Puis un jour, je me lève le matin, je regarde donc ma belle-sœur. Je suis si bizarre. J'ai un truc dans le ventre, je sens quelque chose dans mon ventre, ça bouge. Incroyable. Ouais. Elle me dit, écoute, le mieux, il faut quand même prendre un rendez-vous à l'hôpital, faire une échographie. Parce qu'elle me dit, il faudrait quand même pas que tu sois enceinte. Je dis, quand même, je le saurais, quoi, tu vois. Ça saurait. Et puis donc arrive le rendez-vous. L'échographie pulvienne. C'est-à-dire, c'est pour des gens qui peuvent avoir un problème au ventre. C'est pas une échographie pour une femme qui est enceinte, quoi, tu vois. D'accord. Le mec, il me dit, mon Dieu, j'étais à même pas 2 mois d'accoucher. Il était entier, tout beau. Et j'ai halluciné, je dis, mais non, mais vous vous trompez. Il me fait changer de suite de salle. Mais j'en veux pas, qu'est-ce que vous me dites là? Waouh. Mais j'avais mon fils. Du jour où j'ai passé cette échographie, d'un seul coup, j'avais le ventre comme une femme enceinte. Comme un déni de grossesse un petit peu. Oui, ok. c'est incroyable. À partir de ce moment-là, ça a été plus vraiment le ventre et j'ai perdu du poids. J'avais perdu plus de 10 kilos à l'accouchement. Il y a un truc qui s'est déclenché, c'était fabuleux. Nouvelle astuce minceur. Ah oui, non, mais arrêtez le sport. Comme quoi, tu vois, il y a quelque chose là-dedans. Psychologique, bien sûr. Ouais, là-dedans, c'est pas comme avec ma fille, après, où j'ai eu la grossesse, les 15 premiers jours jusqu'à terme. Mon fils, j'ai pas eu de grossesse. Oh, ça, je le regrette. Pas avoir profité pleinement de la grossesse. Oui. Alors ça, je le regrette. Je suis devenue aveugle après l'accouchement. J'ai perdu la vue. Ok, c'est un truc commun? Non. Le problème, c'est que le jour où j'ai eu mon fils, je sortais de la chambre juste pour laver mon fils et je buvais à peine de l'eau. C'est-à-dire, c'était mon fils, comme si j'avais fait, je sais pas moi, le miracle du monde. Tu avais fait le miracle du monde? Oui, mais moi, faire quelque chose de bien, ok. C'est la sensation la plus forte au monde que j'ai connue. Et crois-moi, des sensations, j'allais connues. Bah ouais. Mais là, comment j'ai pu faire ça, quoi? Comment j'ai pu réaliser une telle belle chose? T'es la femme la plus heureuse du monde. Fin de l'histoire? Non, pas fin de l'histoire.
Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, comme les choses ne vont pas bien, tout se passe pas très bien. Avec mon fils, tout se passe bien, mais c'est beaucoup trop compliqué. C'est compliqué avec ma mère, avec mon demi-frère, c'est compliqué avec sa femme, c'est compliqué avec tout ça. Donc je décide de partir. Il y a une chronologie, parce que comme toujours, à la recherche aussi du père, donc c'est difficile hein, de passer derrière. Bien En sûr. fait, je m'en vais et je descends du côté de Valence. Et je monte. Valence en France. Oui, oui, Valence Ok. en France. Et du coup, tu vas y faire quoi là-bas? Encore la recherche du père. Donc évidemment, c'est la personne dont je porte le nom. Donc évidemment, qui n'est pas mon père. Donc on en parle dans le Pourtant tu étais ma maman aussi. Puis on en parle dans ce livre de toute façon aussi. Et donc je vais faire un séjour dans l'Ardèche très court, mais suffisamment de temps pour... En fait, j'atterris à Valence par le biais d'un travail que je rencontre. Donc tu vas à Valence, qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc mon demi-frère, il a un père, donc mon nom de jeune fille, que je peux dire mon nom de jeune fille, parce que de toute façon, il paraît, c'est Boudouin. Donc cette personne qui, on explique, Et pourtant tu étais ma maman dans le livre, donc cette personne m'a reconnue puisqu'il était marié à l'époque avec ma mère. Donc il y a toujours cette recherche de savoir qui est mon père réellement en fait. Et donc mon demi-frère m'emmène donc en Ardèche, une ville qui s'appelle La Voulte, qui est juste à quelques kilomètres de Valence en fait. Voilà pourquoi j'atterris là-bas. Et donc j'y vais avec mon fils, qui était tout petit. C'est dommage, on passe à côté, mais bon. Et donc je fais la connaissance de cette personne qui est décédée. Et donc je vais faire un séjour chez eux. Et d'ailleurs ils vont me dépouiller, c'est-à-dire ils vont déménager tout. J'ai un appartement complet, tout neuf, voiture neuve, tout. Ils vont me dépouiller de tout. Ce soi-disant père, qui n'est pas mon père, donc je porte juste le nom, je répète, sa femme, ses filles, ils vont tout me dépouiller. Je me retrouvais là-bas, à un point d'ailleurs jusqu'à un moment où ils font, heureusement que j'ai pas signé, elle avait commencé à faire des papiers à l'instance sociale pour m'enlever la garde de mon fils pour qu'elle puisse toucher l'argent. Ça n'a pas marché. Donc pour me sortir de là, eh bien, je cherche du travail à Valence. Et de là, je vais arriver parce que très peu de temps après avoir trouvé mon travail, même pas un mois après, je trouve un appartement. Et là, je prends mon fils, mes clics et mes claques et je m'en vais. Okay. Ensuite à Valence, qu'est-ce qui se... Et bien ensuite à Valence, dans mon petit appartement, 26 rue Chevandier, en face de la station de taxi, je rencontre mon mari. D'accord, ton vrai mari là? Oui, mon mari, parce qu'au final, je n'ai eu qu'un vraiment mari. Bien sûr, ça se passe bien avec lui? On va dire qu'au début, oui, il y a eu des moments qui ont été très bien. Dès le départ, il y a des choses qui auraient dès le départ m'alerter. Par exemple, un détail tout bête dès le départ, mon mari aimait les femmes très minces. Donc moi, je n'étais pas très mince, mais j'étais pas grosse. Et là, le premier truc, c'est, en fait, il me met dans l'engrenage des médicaments. En m'emmenant chez un médecin, à l'époque, tu sais, tu pouvais te faire prescrire des médicaments qui te coupaient la faim, qui te faisaient perdre du poids considérablement. D'accord, ok, bien sûr. Et de suite, je tombe là-dedans. Sur une sorte d'addiction à ces médicaments. Et en plus, ils sont hyper dangereux. Parce qu'après, avec ça, tu rentres dans l'engrenage. Pour ceux qui y en a qui ne savent pas, ne rentrez pas dedans. Il n'y a pas de solution miracle. Ouais. Non, il n'y a pas de solution miracle. Mais là, leurs médicaments, le problème, c'est qu'après, il a fallu rentrer de suite à aider caché pour aider à dormir. Il m'a fait rentrer dans un engrenage de médicaments, mais d'une rapidesse. Mais tu vois, tout ça pour te dire qu'au début, il y a des détails qui auraient dû me venir. Mais il y a eu beaucoup de moments de bonheur. Je tiens à le dire parce qu'une personne qui est violente, on s'en aperçoit pas, c'est pas du jour au lendemain. Parce qu'il est devenu violent? Oui. Il a commencé par droguer, entre guillemets, à t'inciter à prendre des médicaments. Il faut savoir qu'on est resté 13 ans ensemble. Ok, c'est étalé. Donc c'est très étalé. On avait 18 ans d'écart d'âge. Il avait 10 ans de plus? 18 ans de plus. J'avais à peine 24 ans. J'aurais dû réagir avant, mais après c'est trop tard. Donc il a commencé à être violent avec toi, c'est ça? Oui, ça s'est fait petit à petit. Ça a commencé par des trucs bénins et ça s'est empiré? Oui. C'est quoi les étapes d'un mari violent? Je vais citer un exemple. Je travaille, je gagne bien ma vie, on a une entreprise, enfin il y a beaucoup de choses, les détails sont dans le livre. Et donc je fais un petit prêt, je m'achète une maison. Superbe, avec l'entreprise, on fait les travaux, tout ce que tu veux. La maison était à moi, à mon nom. Lui à la banque, il s'est porté garant. Pas l'entreprise, lui. Mais la maison ne lui appartient pas. Il a réussi à me faire peur, à m'embobiner que je devais vendre la maison parce que comme il était en instance de divorce et que sinon on allait me prendre ma maison. Okay, puisque la maison elle est à moi. Quoi, il te manipulait. Oui, pour que je puisse me retrouver sans rien. Puis après c'est les coups. Moi mon fils m'a sauvé la vie 2 fois. Quand je dis sauver la vie, sauver la vie. Dans le sotano, en français c'est souterrain. Sous-sol, toute nue, rouée de coups, il a appelé les pompiers, c'est les pompiers qui m'ont emmené 2 fois. Le problème c'est que quand ça part crescendo. Et ça va très vite. Évidemment, j'ai voulu divorcer. Alors là, j'aurais jamais dû faire ça, quoi. Divorcer ou lui dire? Lui dire que je voulais divorcer. Parce qu'il est devenu fou, j'imagine, là. Ah oui, complètement. Mais tu sais, il a fait très mal passer à sa première femme. Et j'ai vu beaucoup de choses. J'aurais dû comprendre, mais... Tu te dis, à moi, ça va pas m'arriver. Ouais, à moi... Comment t'arrives à t'en échapper de ce mari? Ben, il est mort. Il est mort de vieillesse? Non, il est mort d'un coup de fusil. Dans le livre, je raconte comment ça s'est passé. Quand je suis passée aux assises, ça faisait 2 ans et demi que j'étais en prison en préventive. J'ai pris 5 ans, donc ça veut dire que les jurés, les juges savaient pertinemment qu'en me donnant 5 ans, ils savaient que je sortais. Donc quelqu'un qui
tue intentionnellement, je peux te garantir qu'en général, elle prend entre 10 et 12 ans. Bien sûr, ok. J'ai eu un procès d'assises où j'avais pas de partie civile. Les témoignages jusqu'à sa première femme, elle a fait ce que j'aurais dû faire moi. Si j'ai bien compris, en fait, il avait des armes chez lui et toi, tu l'as tué accidentellement. Une arme, Il une avait une arme. arme, ok. Alors tu sais, j'avais 2 couples d'amis à la maison. Ce soir-là? Oui, parce que tu sais, les derniers temps, c'était devenu tellement dangereux pour moi. Tellement dangereux que je faisais tout pour ne pas rester seule avec lui. Les violences qu'il te faisait subir. Voilà, tu savais jamais comment allait arriver, mais tu savais que de toute façon, tu allais t'en prendre. Tu le savais. Et ce jour-là, pour te dire à quel point c'était fort, c'est que devant les invités, il n'a pas hésité à me prendre par les cheveux, à me tirer comme un sac à patates en haut des escaliers. Ah ouais. Devant les invités. Je savais parce que c'était un fusil qui appartenait à mon beau-père à l'époque, mais j'avais jamais eu de cartouches à la maison. Donc dis-toi que je ne savais même pas qu'il y avait des cartouches. Bien Donc sûr, même bien. ces menaces, je les prenais pas au sérieux quand je lui dis que je voulais divorcer et qu'il menaçait de tuer mes enfants devant moi. Devant moi et après de me tuer moi. Il tapait mon fils. Mon fils a été maltraité. Encore une fois, c'est pas ce qui s'est passé là ce jour-là. C'est que j'avais pas le choix pour fuir, il fallait que je lui fasse peur. C'est pour ça que je dis, n'ayez pas d'armes chez vous. Parce que Le coup part vite, ouais. c'était un fusil à 2 cartouches. Ok, de chasse un peu. Oui, de chasse. Ok. Si j'avais voulu le tuer, d'abord, j'aurais pas eu le fusil comme ça, le tenir comme une dinde et moitié trébuché, que le coup il part. Il y a plein de trucs comme ça que la police scientifique pourrait t'expliquer, les juges et tout, que moi je ne savais pas, quoi, tu vois. Mais non, je n'ai pas voulu tuer mon mari. Oui, non. sinon t'aurais pris plus cher, comme on disait, t'aurais pris plus Non, d'années puis de ça a été prison. prouvé. Puis si tu veux tuer ton mari, t'attends pas qu'il y ait 2 couples d'amis chez toi, t'attends pas qu'il y ait ton fils. Oui, t'attends pas surtout de mourir toi et qui tue tes Attends, enfants aussi, donc. Mais je pense être plus intelligente que ça. Ouais. Tu vois, moi, mon mari, je savais par exemple qu'il savait pas nager, je le jette dans la piscine et je suis tranquille. Voilà, C'est- tu vas faire une promenade, tu le pousses de la montagne. Ouais, non, mais tu me comprends, Ah, mais bien jamais. sûr. Puis je sais pas, moi, dans ma tête, jamais, j'ai même pas pensé à tuer un animal. Fait, tu penses pas. Mais je souhaite à personne de vivre ça. Mais c'est horrible parce que tu as 2 enfants là. Oui, t'avais une fille entre-temps. Et oui, j'ai eu une fille avec, donc il faut savoir quand les faits sont passés, le 1er mai, à 8h30 du soir. Et ma fille est née le 26 mai. Donc elle faisait ses 7 ans, juste après que je sois à la prison, de 3 semaines après. Ok, donc il y a eu cet accident-là, tu es jugé. Non, non, d'abord parce que, oui... Ils t'ont mis en prison de suite. Non, 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 non. Ils ne voulaient pas me mettre en prison. Ok. Parce qu'il y avait le docteur, le juge, chaque fois que j'avais un avocat commis d'office. qui disait, Tout le monde était avec toi. Maître, raisonnez votre cliente, il voulait m'envoyer dans un hôpital parce que j'étais dans un état, mais je tenais même pas debout. Je me souviendrai toute ma vie, mon fils, le pauvre, c'était marre de sang. Mon fils qui me prend dans ses bras, maman, t'inquiète pas, je suis là. Il s'en souvient, lui, tu penses? Oh oui, comme Il avait, c'était il avait hier. quel âge à ce moment-là? 14 ans. Et mon fils encore aujourd'hui me dit ce que je ne savais pas. Il me dit, moi je savais quel fusil, il me dit j'allais le faire. C'était pas toi, c'était lui qui allait le Enfin, faire. tu sais, entre sa première femme et mon fils, j'ai pas eu de chance. Hein. Mais tu vois, je préfère que ce soit moi que mon fils. Hein. T'as fait Non. ton rôle de maman. Non, mais c'est pas fait exprès. Même si c'est un accident, j'ai sauvé ma vie. Bilan, t'as été en prison. Bilan, je vais en prison de toute façon. Combien de temps t'as pris en prison? Ben écoute, je suis restée 2 ans et demi en prévention en attendant mon procès Ok. d'assises. Et puis, ben, je suis sortie 3 mois après mon jugement. Donc Voilà. en tout, 2 ans et demi, c'est ça à peu près? Oui. Comment c'était la vie en prison? D'abord, je suis restée donc, oui, 2 ans et demi à Valence, en maison d'arrêt, quoi. Et puis, les 3-4 derniers mois, je les ai fait à, Oui, la prison pour femmes de Rennes. de Rennes. Je tombe sur la maison d'arrêt la plus pourrie du monde, Valence, quoi. Dans quel sens c'était pourri? Je me rends pas Oh compte. non, non, mais attends. Pourri dans le sens où les seuls petits barreaux qu'il y a, c'est très en haut, t'as pas de lumière, c'est très humide, c'est sale. Donc au début, ça va parce que je suis pas toute seule, parce que il faut être quelqu'un à mes côtés, enfin, tu vois, Ouais, quand ouais. même. Mais après, tu te retrouves, t'es à 9, 10 là-bas dedans, avec des drogués, enfin, qui viennent faire, tu sais, leur petit sevrage de Bien drogue. sûr, ouais. Ça cuisine, ça va aux toilettes, ça fait ci, c'est dangereux. Tu vas à la SPA, chaque chien a sa niche. Tu vas à maison d'arrêt, on n'est pas des chiens quand même. Il y a un minimum, ne serait-ce que ça. Vous étiez combien par cellule? C'est monté à 8-9. Il y a d'abord l'intimité qu'on t'enlève. Parce Ouais, que tu bien n'as absolument sûr, ouais. plus d'intimité, mais Bien sûr. aucune. Ni physique, ni dans la tête, ni rien. Une nuit de sommeil en prison, tu ne sais pas ce que c'est. À n'importe quel moment, tu es réveillé parce qu'on vient voir les barreaux, le bruit. Pour la journée, n'en parlons pas. Tu dois faire attention, très attention de ne pas être agressé. Il ne faut pas être timide, il faut te préserver. C'est un monde de fauves. Un briquet vaut de l'or en prison. C'est un autre monde où il ouais. faut que tu apprennes à vivre là-dedans, tout en étant exclu du monde. Moi, je ne sais pas comment font les personnes qui ont fait 20 ans de prison et que le lendemain, ils sont jetés à la rue. La réinsertion, c'est un gros sujet. Hein. Je vais pas dire qu'importe pourquoi tu rentres. Je vais pas dire ça parce que je ne le pense pas. En maison d'arrêt, moi j'ai eu des mineurs avec moi. Tu crois qu'une mineure qui a fait une petite connerie, elle doit être mélangée avec des femmes? Qui ont pris 20 ans pour meurtre. Non ou mais plus que meurtre, quoi. Assassinat, Ok. prémédité, des trucs horribles. Moi, une, elle est rentrée, elle avait brûlé son mari, elle me racontait ça dans la cellule, elle le regardait mourir en train de cramer. Et elle te dit ça, tranquille. Il y a des personnes, c'est le diable en personne. Ouais. Puis le fait de mélanger tout le monde, ça peut aussi
avoir des incidences, des répercussions sur les autres détenus? Bien sûr, il y a des personnes qui rentrent, elles font leur petite cure, tu sais, voilà, elles sont calmées. Elles se font laver le cerveau par d'autres gens. Voilà, et alors celle-là, excusez-moi l'expression, mais elles foutent la merde. Celle-là, elle empêche de vivre tout le monde, elles mettent vraiment la zone là au niveau des surveillants, des surveillantes, elles font du Bien bruit, sûr. tapage nocturne, elles sont en manque, raquettent tout le monde est mélangé, tout ça, pourquoi est-ce que tu es en attente de procès? Une fois que tu es en centrale, après tu as ta cellule, tu as ton intimité, tu as tes toilettes que pour toi-même. C'est quand tu étais à Rennes, ça, c'est la deuxième partie. Après, voilà, après en centrale, donc on appelle les centrales, c'est-à-dire à partir du moment où tu es condamné, même si tu restes 3 mois à faire ou même 1 mois, tu vas en centrale. On va recevoir là pour une prochaine vidéo bientôt là, une matonne, une gardienne de prison qui était à Rennes justement. On va recevoir pour une vidéo, elle a écrit un bouquin et on va la recevoir. À tout moment tu l'as côtoyée. Ah ben peut-être. Cathy, tu restes combien de temps en prison en tout? À la maison d'arrêt de Valence, je vais rester 2 ans et demi. Et puis quoi, je sais pas, une quinzaine de jours après mon procès, parce qu'on ne te prévient pas la veille, on vient te dire de faire ton pactage et que le lendemain, tu as le bus et que tu vas à Rennes. Pour la centrale. La centrale, voilà. Ouais. La maison d'arrêt et la centrale. Ça permet de dégorger les prisons aussi. Bon, il y a beaucoup de... Il faut savoir que dans le sud, on n'a pas beaucoup de centrales non plus. Et comment ça se passe dans la prison pour femmes à Rennes? Disons que déjà, j'ai ma cellule. C'est pourri. C'est vieux. C'est vieux, s'il n'y a pas d'âme. Cette prison, elle est horrible parce que ça ne donnait pas à l'extérieur où tu vois la ville, ça donnait à l'intérieur. Oui, okay. Alors le soir, tu as les corbeaux et puis tu as des filles qui se pendent en direct. Mais c'est horrible. Dans leur prison? Oui, dans la prison, bien sûr. C'est fou. Combien de temps tu restes dans la prison pour femmes de Rennes? 3-4 mois. Autant je me rappelle la date de mon entrée, je suis incapable de te mettre un nom sur la date de ma sortie. T'avais plus de fait notion un déni non plus, ouais. total. Une fois que tu sors de prison, comment va ta vie? J'ai fait ma peine jusqu'au bout. Mais au niveau pénal, au niveau justice, je ne dois rien. Le jour où je mets un pied dehors, mais je mets un pied dehors avec 10 € dans la poche. Aucune réinsertion. Je ne sais même pas l'euro, j'ai pas connu l'euro. Ah ouais, ok. On te débarque comme ça? Mais on te met dehors. Il n'y a pas de système pour te réinsérer, te retrouver un job? Non, ça c'est valable si tu vas sortir en semi-liberté ou en conditionnel et tout ça, ce qui n'est pas mon cas. Donc je sors comme ça, parce que j'ai pas de famille, la seule famille qu'il y a, mais là c'est pareil, on en revient après Olive, toujours dans la recherche de mon père, donc évidemment entre-temps, j'ai pour enfin rencontré mon père, le vrai, qui est décédé il n'y a pas bien longtemps. Donc c'est pour ça qu'on en parle bien dans ce livre, parce que c'est important justement la suite de cette recherche de papa. Et donc je descends à Avignon, chez eux. La recherche de ton père, c'était le fil rouge de ta vie? Voilà, tout à fait. C'est de là après que j'apprends que effectivement ma marraine n'était pas ma marraine, mais était ma grand-mère paternelle. C'est pour ça qu'en lisant le deuxième livre, les gens vont pouvoir comprendre. Les questionnements du premier. Parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question, qui ne comprenaient pas. Ok, très bien. Tu vas ensuite à Avignon, faire quoi à Avignon? En fait, je vais chez mon père. Pour ceux et celles qui ont vu l'interview de l'année dernière avec Thibaut, ou qui ont lu Les Oignons crus, ou Et pourtant tu étais ma maman, le fil conducteur rouge, c'était la recherche de mon papa, et donc après avec des années j'ai pu retrouver. Voilà. Donc tu pars vivre chez ton père? Oui, enfin vivre, ça dure une semaine. En attendant, tes enfants, où est-ce qu'ils sont quand tu es en prison? Mes enfants sont dans une famille d'accueil du côté de la Drôme provençale. D'accord. J'imagine que c'est dur de ne pas les voir. Alors ça a été la souffrance la plus grosse, parce que tu sais, avec mes enfants, c'était extrêmement fort, quoi. Mes enfants, tout ce que moi j'ai pas eu, je le donnais, quoi, tu vois. Bien sûr. Et la déchirure a été énorme. Ils ont beaucoup souffert. Tu sais, c'est pas évident de perdre son papa comme ça, d'avoir sa maman en prison, surtout pour ces motifs-là. Et c'est très difficile. Mais je suis extrêmement fière d'eux. Est-ce qu'une fois que tu sors de prison, tu récupères tes enfants? Non. En prison, je pouvais voir mes enfants une fois par mois, jamais tout seul, même pas 1 heure, quoi. Et à Rennes, je les ai vus une fois. Et là, ça a duré, je crois, 2-3 heures quand même. Mais après, je voulais plus. Ma fille a été traumatisée par ça, je me souviens. Et j'avais une très jolie maison du côté de Marbella en Espagne. Mais tu sais, là-bas en Espagne, on met des barreaux, tu sais, pour éviter les vols, les piments, les trucs comme ça. Et un jour, ma fille, elle me dit, tu sais, maman, s'il te plaît, la prochaine maison, je veux pas de barreaux. Un jour, par exemple, je dis à ma fille, parce qu'on n'était plus proche comme avant, ça t'enlève tout ça, tu comprends? Et un jour, parce que moi, si j'ai besoin de dire je t'aime. Et puis j'étais habituée à ce que ma fille, chaque fois, me le dise. Et un jour, je lui dis à ma fille, mais tu m'aimes plus? Et elle m'a regardée parce qu'elle est capable d'avoir une froideur aussi. Elle me dit, maman, tu sais, elle me dit, c'est pas que je t'aime pas. Je préfère m'écarter parce que je veux pas souffrir. J'ai trop souffert. Mais elle fait ça avec tout le monde maintenant. Elle préfère s'écarter que de souffrir. À quel âge tu as pu récupérer la pleine garde de tes enfants? Jamais. Parce que normalement, en sortant de prison, le but c'était que je me réinsère. Il faut savoir qu'à la prison, j'ai fait des études. J'ai passé beaucoup de brevets, j'ai même le brevet de la Croix-Rouge, de secourisme, tout ce qui était bon. Ah oui. Je n'ai pas attendu comme ça. Je suis pas le genre. Donc il faut se réinsérer. Et puis après, voir tes enfants 1 fois par mois, ou il faut avoir de l'argent pour aller à Montélimar. T'es plus en prison, t'es pas. Tu vois.
Il y a plein de choses. Ce qui s'est passé, c'est que la première chose, c'était me réinsérer. Qu'est-ce que tu as fait du coup alors? De suite, j'ai cherché du travail. C'est difficile de trouver du travail parce que tu as un creux de 3 ans et demi. Bien sûr. Eh bien, il faut le dire. Puis d'abord, tu commences par faire des papiers. Moi, j'avais plus de carte d'identité, pas de passeport. Quoi que tu fasses comme papier, que ce soit pour la sécurité sociale, tous les papiers que tout le monde va faire, il n'y a pas une seconde qu'on ne te dit pas « Ah, mais vous sortez de prison, vous êtes une criminelle. » Toi, tu es là, tu veux te réinsérer, passer à autre chose. Voilà. On te coupe tout. En clair, tu n'as plus droit de te réinsérer. Écoute, ça fait 24 ans. J'ai réessayé, il y a 2 ans de ça, d'essayer de refaire quelque chose en France. J'avais la possibilité de travailler dans un hôpital, là où ça posait problème, casier judiciaire. C'est pas facile comme sujet parce que d'un côté, effectivement, il y a eu un crime, Oui. mais de l'autre côté, tu veux aussi, en fait, c'est partagé parce que Comme ça fait 24 ans. toutes Moi, les tu sais, victimes sont bien contents que ce soit dur aussi de se réinsérer. Enfin, c'est pas facile, Oui. je peux comprendre. Oui, non, mais je te comprends très bien, Pour je les suis victimes, d'accord ouais. avec toi, je suis d'accord avec toi. Après, chaque cas est différent aussi. Bien sûr, oui, oui. C'est le mot prison. Mais alors quoi, tu peux pas te réinsérer? Mais comment je fais? Moi, j'ai 2 enfants. Je reste pas longtemps à Avignon. Hein. Tu vas où du coup après? Je m'en vais en Espagne. Je suis complètement paumée. Je suis incapable d'assumer pour mes enfants ni pour moi-même. J'ai conscience que si je reste en France, je vais rien pouvoir faire de ma vie. Le seul moyen que j'ai en fait pour pouvoir gagner ma vie, c'est être dans un mauvais chemin. Revendre de la drogue ou... Non, sans aller jusque-là, mais je ne peux pas faire quelque chose de légal puisqu'on ne me le laisse pas. Et moi, il en est hors de question. Alors d'abord, je me dis, je vais faire un break. Je pars d'abord une semaine en Espagne, mais sans savoir où je vais. Et je m'arrête un jour, et là, je n'ai pas de honte à le dire, donc c'est à Almeria. Je tombe amoureuse de cet endroit. Il faut savoir que je sors de prison, je suis cachetonnée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sous traitement, pour dormir, pour ci, pour mi, pour tout. Je dois sortir de cette coquille, la casser, tu sais, comme un poussin qui vient au monde. Bien sûr. Tout recommencer du début comme si j'apprenais une nouvelle vie, à réapprendre à vivre. Et là, j'arrive à Aguadulce. De là, je vais voir de suite une agence immobilière, donc je vais rester à travailler plus de 10 ans. De suite, j'ai dit, c'est ici. Ok, c'est là que tu veux vivre maintenant. Ça m'a fait un tilt. Je parlais rien d'espagnol, mais absolument rien. Eh bien, le temps de trouver un appartement, prendre l'appartement, juste remonter, chercher mes affaires, acheter à la Fnac le livre, tu sais, pour travailler espagnol, français, Ouais, français, bien espagnol, sûr, ouais. de suite. Une histoire de même pas une semaine, de voir mon fils, de Ouais. voir ma fille, et je m'en vais à l'aventure. Toute seule à ce moment-là. Oui, mais par le biais d'une personne que je connaissais quand Oui, même. Mais toute seule, mais toute sans seule. tes enfants, je veux dire. Sans mes enfants, oui, mais toute seule dans la vie. Hein. Ouais, oui, toute oui. seule dans la Ah vie. oui, oui, toute seule comme une grande. Pour moi, c'était clair. Il fallait que je parle espagnol, mais je savais pas, j'avais aucune limite. Je ne savais pas si j'allais faire ma vie. Je ne savais pas. Je ne me posais pas ce genre de questions. Il fallait que j'y arrive. Je ne me disais pas, il faut que j'y arrive pour mes enfants. Non, j'avais compris enfin dans ma vie que pour pouvoir être bien, que ce soit pour tes enfants ou les personnes qui t'aiment, il faut déjà que tu te battes Être bien pour soi-même, toi. ouais, bien sûr. Ouais. Et j'ai compris que trop tard, ça. Il n'y a pas une phrase qui dit qu'il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, un truc Voilà, comme ça, là. si tu veux, apprends toi d'abord à être bien. Alors c'est vrai que j'ai fait des rencontres qui m'ont beaucoup aidé aussi. Mais tu sais, dans la vie, on a tous, tout le monde, on a des moments, tu sais, où tu sais, c'est comme dans le manège où il y a le pompon. Si tu lèves pas la main, tu l'attraperas jamais le pompon. Il faut pas hésiter, attrape-le le Bien pompon. sûr. De toute façon, dans ma vie, on m'a rien apporté sur un plateau. Mais rien, Thibaut. Jamais, je pense que tu le sais. Hein. Mais alors encore moins en Espagne. Je me suis battue comme une lionne. Tu vis toujours en Espagne aujourd'hui? Oui. T'es heureuse toujours? Oui, 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 oui. Je projette même de me marier. Waouh! Si t'avais juste une phrase pour résumer tout ça ou un enseignement de toute ta vie, qu'est-ce que tu dirais? Ne jamais baisser les bras. Tant qu'il y a de la vie, on a de l'espoir. Je vais avoir 60 ans, j'ai beaucoup de chance parce que si tout va bien, Inch'Allah, j'espère que je vais l'accomplir. Mais il y a des personnes, des enfants, des ados et d'autres personnes qui sont en train de mourir de cancer ou d'accidents ou d'autres choses. Et nous, on est là, on a la vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. D'ailleurs, à ceci étant, j'aime donner un message. Tu te souviens, ma belle-fille qui avait un cancer du sein, ça y est, elle est bien sortie d'affaires. Elle a même ses cheveux qui ont commencé à pousser. J'y envoie un gros bisou, ma chérie. Gros bisou très fort. Et un gros bisou à mon fils que j'aime très fort. Et puis à toutes les personnes que j'aime qui se reconnaîtront. Et puis à mon futur mari. T'as le droit au bonheur, tu mérites enfin ton bonheur là. Mais j'en ai marre, il n'y a plus de montagne russe. Hein. Merci beaucoup Cathy. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez une troisième vidéo. Pour avoir encore plus de détails, je vous invite vraiment à acheter le bouquin de Cathy, Abandonné par les siens. Si vous voulez vous le procurer, le lien est dans la description. Il est dispo sur tous les sites, toutes les librairies. Il a été écrit en collaboration avec Elisabeth Segar et Cathy. Ce livre a été édité par les éditions Archipel. Cathy, merci beaucoup. Merci à toi Thibaut, c'est toujours un enchantement de te voir. On a passé 2 heures ensemble, sinon ça a duré une demi-heure. Oui, oui, c'est vrai, hein, c'est vrai.